c'était un raccourci historique. Fantastique. C'est cette phrase de ma mère. Abdelkrim fait partie d'une famille de notables appartenant à la tribu de Bni Ouriarel. Après des études de droit à Fès, il se met au service des Espagnols à Melilla, comme professeur, interprète, journaliste, puis juge des affaires musulmanes. Abdelkrim et son père militaient auprès des tribus pour favoriser la présence espagnole. C'est ce qu'il racontera au capitaine Sagne, officier interprète de l'armée française, qui l'accompagne dans son exil. J'étais à l'origine plein d'enthousiasme et d'espoir, et je m'employais, tout comme mon père, à faire admettre aux Riffins l'intérêt d'accueillir les Espagnols, afin qu'ils nous apportent le progrès et le développement. Mais l'impatience des sociétés minières allait en décider autrement. Les relevés géologiques, réalisés entre 1905 et 1907, avaient effectivement confirmé la richesse des gisements de fer à proximité de Melilla, aiguisant les appétits pour ce nouvel Eldorado. Malgré l'opposition des tribus qui refusent la construction d'une voie ferrée sur leur territoire, les travaux vont se poursuivre. En juillet 1909, 6 agents des chemins de fer sont tués par les Riffins, donnant le prétexte à une intervention qui va se solder par un cuisant échec au Barranco del Lobo, où les Espagnols sont écrasés en quelques heures. Décidé à conserver sa mainmise sur ce dernier petit bout de colonie, à restaurer le prestige de son armée et à protéger les investissements, l'Espagne va s'engager à partir de 1909 dans une véritable guerre, comparable à n'importe quelle autre guerre. L'injustice de la conscription qui ne touche que les fils du peuple provoque à Barcelone une semaine d'insurrection qui sera férocement réprimée et restera dans la mémoire espagnole la semaine tragique. Malgré la mobilisation de forces de plus en plus importantes, l'Espagne restera à la porte du Rif pendant plusieurs années, traitant les populations avec une violence chaque jour décuplée, en proportion de l'humiliation qu'elle subit face à un pays qu'elle méprise. Le peuple ne voulait pas de guerre, il était très ennemi de la guerre, il était contre la guerre. Seulement, bon, il y avait que l'Espagne, elle voulait aussi avoir un certain prestige international. Par exemple, le chef du parti libéral, le comte de Romanones, indépendamment du fait qu'il avait des intérêts aux mines du Rif, il disait toujours « l'Espagne n'a qu'une politique étrangère sur le Maroc ». C'est-à-dire en ayant perdu ses colonies en Amérique, l'Espagne voulait quand même se réaffirmer au niveau international en tant que puissance. Et la seule manière de s'affirmer, c'était avoir des colonies. Un pays européen qui à l'époque n'avait pas de colonies n'était rien. C'était l'époque des grandes expansions coloniales et impérialistes. La France, qui attendait depuis longtemps de s'emparer de la plus grande partie du Maroc, intervient à Fès en 1911.
sous prétexte de sauver le sultan, menacé par une insurrection. Mais c'était sans compter sur l'Allemagne, qui invoque une violation des traités et envoie des forces navales à Agadir, au sud du Maroc. L'Europe est sur le point de s'embraser. Sans la mobilisation des opinions publiques et l'intervention de l'Angleterre, qui menace l'Allemagne de se ranger en cas de conflit aux côtés des Français, la Première Guerre mondiale aurait sans doute éclaté en 1911. Les Français ont foutu le feu au Maroc par leur politique qui s'appelle l'État marocain à partir du début du XXe siècle. Le paradoxe, c'est qu'on demande à Lyautey d'éteindre un incendie que son pays a allumé au Maroc. Alors que l'Espagne ne parvient pas à dépasser la zone qu'elle occupe déjà, le résident général Lyautey va entreprendre à partir de 1912 l'occupation du Maroc français, qu'on appelle, par un doux euphémisme, la pacification. Monarchiste convaincu, Lyautey est un pur produit de l'armée coloniale. Il a déjà fait ses preuves au Tonkin, à Madagascar et en Algérie. Et par son respect de l'islam, il est apprécié des notables locaux, piliers du régime. C'est un homme qui va vivre en étant très proche des Marocains de l'époque et qui va vouloir sauvegarder ce Maroc, écarter le chancre de l'Europe, comme il disait, le chancre de l'Europe. C'est quand même une expression qui est forte. Et quand il parle des colons, il dit qu'ils sont... il parle du muflisme, vous voyez, mufle, il invente, c'était le néologisme, le muflisme des colons qui ne comprennent rien aux indigènes. Quelquefois il dit les Marocains, mais il dit quand même très souvent les indigènes, c'est le langage de l'époque. Enfin, il y a quelquefois, on a quelquefois l'impression qu'il n'est pas loin d'enjamber la barrière coloniale. Il n'enjambe pas complètement. Mais les Marocains s'y sont pas trompés. Il y a eu une sorte de dispute entre Français et Marocains pour se l'annexer après 1918, où il y a un mythe de Lyautey l'Africain qui s'élabore. En ce qui concerne le Rif, il considère que c'est un guêpier dans lequel il refusera longtemps de mettre les pieds, se contentant d'installer des fortins le long du semblant de frontière séparant la partie française de l'espagnole. Le partage du festin colonial, nécessaire aux appétits industriels et financiers européens, impose parfois des sacrifices. Tandis que les hommes s'entretuent sur le terrain, dans la violence inconcevable des armes nouvelles, les mines du Rif continuent de produire et d'alimenter en fer l'Angleterre et l'Allemagne, leurs plus gros clients. Quand il évoque cette période, Abdelkrim raconte qu'elle a été un tournant qui allait décider de son engagement futur aux côtés des Rifains. J'avais fait mon possible pendant des années pour convaincre les Espagnols de changer de conduite à l'égard du Rif. Mais ils passaient leur temps à nous dresser les uns contre les autres. Comme il n'y avait plus rien à attendre d'eux, je me déclarais favorable à l'indépendance du Rif non occupé. On me jeta alors en prison pendant 11 mois, en prétextant de la manière la plus cynique que je complotais avec l'Allemagne.
La raison principale pour laquelle il était mis en prison, c'était parce qu'il avait fait des déclarations où il avait déjà parlé d'indépendance. Il a dit jamais je consentirai, je vais accepter que mon pays soit soumis à notre pays étranger. Je suis pas... Alors ces paroles ont été considérées très dangereuses. Donc il a déjà fait une proclamation, c'était un manifeste pour l'indépendance. Et c'était les mots indépendance pour lui, c'était un mot, c'est-à-dire toute sa vie, c'était pour lui le mot fondamental. C'est-à-dire il n'acceptait pas la domination étrangère. Dès 1918, le roi d'Espagne Alphonse XIII, impatient de laver l'affront de 1909 et de mettre enfin la main sur la totalité du Rif, se renseigne auprès des autorités allemandes sur la fabrication des armes chimiques. Pendant que la France, l'Angleterre et leurs alliés se disputent le sort de l'Allemagne et se partagent son empire colonial, le comte Romanones, devenu chef du gouvernement espagnol, annonce en 1919 l'impulsion nouvelle donnée à la guerre au Maroc. À partir de l'année 1920, le général Sylvestre, choisi pour réactiver les opérations militaires, progresse à une vitesse fulgurante en réussissant à soumettre de plus en plus de tribus sur son passage.